Elle se frappait constamment au visage, pendant qu'elle répondait aux voix dans sa tête. Psychologue et thérapeute, quels sont les troubles psychologiques les plus effrayants? Un des patients qui m'effrayait le plus était un petit sociopathe en développement. Il avait un historique très lourd, sexe, feu, animaux et des traits d'insensibilité émotive prononcés. Je l'ai connu quand il avait 11 ans et à cette époque, je me doutais qu'il avait un trouble de la personnalité antisociale. Il était incroyablement drôle, intelligent et charmant. Personne n'aurait pu croire ce que les profs et docteurs disaient à son sujet. Je venais de terminer mes études et j'avais commencé à travailler dans une école. Ce garçon était un de mes premiers patients. Un jour, il a été surpris en train de voler et tout avait été filmé, sans qu'il le sache. Je me suis assise dans un bureau avec un homme de la sécurité pendant que lui faisait semblant de ne pas savoir ce qui était en train de se passer. Il était indigné, il avait peur, il était surpris, il pleurait, toutes les émotions y étaient passées. On a fini par lui montrer la vidéo et d'un coup il s'est arrêté, il nous a regardés avec une expression neutre et nous a dit « Tout ça pour ça? Arrêtez de gaspiller mon temps ». C'était comme s'il avait une autre voix, une personnalité complètement différente. Je n'avais jamais vu ça chez un enfant. Je ne suis pas psychologue, mais je suis restée pendant un moment dans un établissement psychiatrique parce que j'avais essayé de me suicider. Beaucoup de mauvaises choses m'étaient arrivées pour que j'en arrive là. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Il y avait une fille là-bas appelée Anna, et tous les matins, elle se peignait les cheveux en parlant toute seule. Parfois, elle commençait à crier et à s'insulter elle-même. Un jour, elle a pris ses cheveux et a commencé à les tirer, comme si ce n'était pas elle qui les tirait. Elle a pris sa tête et l'a frappée à plusieurs reprises sur le miroir en criant « Aime-moi, aime-moi, aime-moi ». Parfois, la nuit, elle se masturbait en criant le nom de son père. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Cette fille, elle n'avait que 15 ans. Son père la violait et abusait d'elle. Et sa mère aussi était battue. Je ne veux plus jamais revivre ça. J'ai été dans un établissement psychiatrique pour dépression et ma colocataire était terrifiante. Elle était schizophrène, déprimée et vraiment très bizarre. Elle se frappait constamment au visage pendant qu'elle répondait aux voix dans sa tête. Elle allait souvent dans la salle principale où il y avait la télé, les jeux, etc. Elle s'asseyait par terre et se masturbait. Tout le temps, toujours en parlant aux voix dans sa tête. Un soir, je me suis réveillée pour aller aux toilettes et elle était à côté de mon lit, en train de me fixer avec un regard vide. Elle a été transférée dans un autre établissement 3 jours après mon arrivée. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai une amie qui souffre du syndrome de Capgras. On ne s'était pas vu pendant des années, mais je savais qu'elle avait passé des temps très difficiles et stressants. On s'est appelé quelques fois et elle m'avait l'air de quelqu'un de très raisonnable. Un jour, elle m'a appelé et elle m'a raconté que son mari avait été remplacé par un imposteur. Elle voulait que je prenne l'avion et que je vienne la voir pour que je puisse confirmer qu'elle avait raison et que ce n'était pas son mari. Parler avec elle, c'était en même temps fascinant, énervant et triste. Le pire, c'est que même si ce n'était pas vrai, elle y croyait dur comme fer. Dans sa tête, tout est très logique et tous les autres ont tort. Imaginez à quel point vous seriez terrifié si vous découvriez que la personne que vous aimez le plus au monde avait été remplacée par un mystérieux étranger qui vous veut du mal. Imaginez-vous aller au lit tous les soirs à côté de quelqu'un que vous soupçonnez de vouloir vous tuer. Imaginez passer vos journées à la recherche de votre mari parce qu'il doit sûrement être emprisonné quelque part. Personne n'a été diagnostiqué avec ce désordre depuis plus de 40 ans, mais on l'étudie quand même à la fac, parce que c'est un très bon exemple d'un désordre spécifique à une culture. On l'appelle la psychose Wendigo. Imaginez que vous êtes un homme de la tribu Algonquin. Vous avez passé un très long hiver, et toute votre tribu est affamée. Vous et votre partenaire de chasse partez à la recherche d'une biche, d'un élan ou même d'un ours s'il faut. Vous crevez de faim, il crève de faim. La nuit arrivée, vous remarquez que depuis un moment, il vous fixe à travers le feu. Du coup vous faites ce que vous avez à faire avant qu'il le fasse. Vous le tuez et vous le mangez. Vous savez ce qu'il se passe quand vous mangez un autre humain, mais vous êtes affamé et soit vous le mangez, soit vous mourrez de faim. Vous décidez de le manger. Vous avez sans le vouloir invoqué le Wendigo et il finit par vous posséder. Le Wendigo possède tout ce qui mange quelqu'un d'autre. Maintenant que le Wendigo vous possède, vous avez encore plus faim. Mais vous avez juste une envie, manger d'autres personnes.
Vous décidez de rentrer dans votre tribu et vous avez deux choix. Soit, vous le dites à quelqu'un et ils essayent de vous guérir en vous faisant manger de la graisse d'ours jusqu'à vous faire vomir le cœur de glace que vous avez maintenant parce que vous êtes un démon. 35% des cas signalés. Soit, vous ne le dites à personne et vous essayez de tuer et manger un membre de votre famille. Mais vous risquez de vous faire arrêter et tuer pendant votre carnage. Le reste de votre famille vous brûlera et éparpillera vos cendres pour empêcher que le Wendigo les possède aussi. 65% des cas signalés. Je suis un schizophrène paranoïaque. Je crois qu'il n'y a rien de plus effrayant au monde que mes épisodes de schizophrénie. Rien n'est plus terrifiant que de se faire trahir par notre propre esprit. Les choses que vous voyez et entendez, elles sont juste horribles. Je me rappellerai toujours de mon premier épisode. Il est assez traumatisant pour que je ne l'oublie jamais. J'avais entre 12 et 13 ans et j'étais couchée en train d'essayer de m'endormir. Mais j'avais une sensation d'inconfort très forte et je n'arrivais pas à dormir, quoi que je fasse. J'étais couchée et j'ai commencé à voir une ombre qui rentrait dans ma chambre. Je me suis tournée instinctivement pour la regarder et cette silhouette sombre s'est approchée pour s'asseoir sur le coin de mon lit. Je ne voyais pas son visage, mais c'était une femme habillée en noir et elle m'a regardée toute la nuit pendant qu'elle chuchotait des trucs. Ils te détestent, personne t'aime, tu les couteaux, le pistolet de papa, tu ne peux pas courir, je te trouverai. J'aurais dû appeler mes parents pour qu'ils viennent m'aider, mais je n'y arrivais pas. Je croyais tout ce qu'elle disait. J'ai compris maintenant quelles choses peuvent déclencher des épisodes. Les sous-sols, par exemple, sont pour moi l'enfer sur terre. Les hallucinations les plus récurrentes que j'ai sont d'une petite fille. Elle m'emmène dans un trou par terre et me tire dans les profondeurs. Quand j'arrive à revenir dans le vrai monde, je commence à avoir des envies suicidaires. Mon pire épisode m'est arrivé dans un supermarché. J'ai eu une attaque de panique et ils ont dû appeler une ambulance pour venir me chercher. J'étais en train de faire quelques courses quand, soudain, tout le monde a commencé à me regarder. Ils ont commencé à s'approcher et à m'encercler. Je ne pouvais pas sortir de ce cercle et ils me disaient tous que je devrais me tuer. Après ça, je me rappelle seulement m'être réveillée à l'hôpital. Pas mal de gens connaissent le syndrome du membre fantôme, où la personne continue de sentir que son bras ou sa jambe sont toujours présents alors qu'ils se sont fait amputer. Souvent, ils ont très mal à ce membre inexistant. Il existe un autre syndrome moins connu, où les symptômes sont presque l'inverse. Connu sous le nom de trouble identitaire relatif à l'intégrité corporelle, les personnes ont le sentiment qu'un ou plusieurs de leurs membres ne leur appartiennent pas. Malgré le fait qu'ils soient en bonne santé, ils ont souvent envie de se faire amputer. D'après leur description, c'est très douloureux psychologiquement, parfois ils finissent par s'amputer eux-mêmes, parce que les médecins refusent d'opérer sur un membre qui n'a pas de problème. Le trouble réactionnel de l'attachement. Je travaillais dans un établissement avec des enfants souffrant de ce trouble et je trouvais ça un peu effrayant avant de le comprendre à 100%. Souvent, des enfants ayant souffert de maltraitance et d'abus dans leur plus jeune âge perdent la capacité de former des liens normaux avec les personnes qui les prennent en charge. Certains se collaient à moi, m'appelaient maman et me suppliaient pour que je les ramène chez moi lorsqu'on s'était rencontrés moins de 30 secondes avant. Certains refusaient de parler, se faisaient du mal, d'autres essayaient de mettre le feu à leur chambre et refusaient toute forme d'autorité. Parfois, ils s'amélioraient avec le temps, assez pour qu'on puisse les envoyer dans des maisons d'accueil. L'insomnie fatale familiale me terrifie. D'un jour à l'autre, vous perdez la capacité de vous endormir et vous finissez par mourir au bout de 7 à 36 mois. Vous perdez peu à peu la capacité de pouvoir dormir, avec d'autres symptômes qui se développent avec le temps. Puis, vu que vous n'avez pas dormi depuis longtemps, vous commencez à souffrir d'hallucinations constantes et vous perdez vos capacités cognitives. À peu près 40 familles souffrent de cette maladie. Si vous l'avez, vous avez presque 100% de chance de la passer à vos enfants. J'ai un master en psychologie, mais je n'exerce pas. Pour moi, c'est la schizophrénie catatonique. Ceux qui souffrent de ce type de schizophrénie deviennent parfois incapables de parler ou bouger. Mon professeur travaillait dans une clinique et nous a dit qu'il avait un patient qui, parfois, restait bloqué dans des positions extrêmement bizarres et ne bougeait pas pendant des heures. Le syndrome du cerveau divisé. Parfois, pour traiter les cas graves d'épilepsie, les chirurgiens coupent le corps calleux, le tissu qui relie les deux hémisphères cérébraux. La bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, les crises s'arrêtent complètement ou deviennent plus facilement gérables.
La mauvaise nouvelle, c'est que vu que certaines fonctions sont traitées dans des hémisphères différents, c'est comme si la personne avait maintenant 2 cerveaux dans son crâne. Les différents cerveaux réagissent parfois de manière complètement opposée au stimulus, mais avec le temps, les patients finissent par s'y habituer. Parfois, on peut observer chez ces patients une espèce de syndrome de la main étrangère, où une part du cerveau prend le contrôle d'un membre et l'utilise indépendamment de l'autre moitié. Quand on pose des questions à ces patients, il arrive que chaque moitié de cerveau donne une réponse différente. Le côté droit va répondre en écrivant quelque chose, pendant que l'autre côté, qui est en charge de sa réponse verbale, donne une réponse complètement différente. Je suis thérapeute, et puisque je respecte la confidentialité de mes clients, je ne pourrais pas vous raconter leurs histoires super intéressantes. La plupart des thérapeutes vous diront que les troubles les plus effrayants et choquants sont les troubles psychotiques ou de personnalité. J'ai travaillé avec plusieurs types de patients, des prédateurs sexuels agressifs, des sociopathes, des gens souffrant de personnalité borderline, des schizophrènes, des addicts, etc. Personnellement, rien ne me choque plus. Au lieu d'avoir peur de ce type d'individu, je tends plutôt à devenir encore plus curieux et à vouloir en savoir plus sur les différents désordres qui existent. Le phénomène psychologique le plus bizarre que j'ai étudié est le syndrome de Koro, un syndrome spécifique à la culture asiatique qui se caractérise par la peur irrationnelle de certains hommes que leur pénis commence à rentrer dans leur propre corps. C'est un syndrome associé au sentiment de culpabilité ou de honte par rapport à leur sexualité. Dans des cas extrêmes, certains patients se mutilent pour empêcher que leur pénis finisse à l'intérieur de leur corps. Un autre trouble intéressant est la maladie de Pica, où les patients ont une envie incontrôlable de manger des objets aléatoires non mangeables, comme du sable, des cheveux, du bois, etc. J'ai lu que dans les cas les plus graves, certaines personnes ont dû être opérées pour qu'on leur enlève des énormes boules de cheveux qui sont restées coincées dans leur estomac. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas que Wendigo vous possède.